Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Donc, dans notre première partie qui concerne les chroniques de lecture, je vais donc vous faire le bilan de mon mois de février, du challenge du livre mystère 2024. En tout, j'ai lu 4 livres. Le premier s'appelle Paradis sur mesure de Bernard Werber. Alors, je ne vais pas vous le résumer comme c'est un recueil de nouvelles, mais pour vous présenter cet ouvrage, je peux déjà vous dire qu'il y a 17 nouvelles qui, chacune, vont porter sur des futurs possibles comme des passés probables où l'auteur se pose la question « Que se passerait-il si ?» Je vous laisse voir dans son avant-propos l'explication qu'il nous fait sur justement toutes les possibilités qui lui ont traversé l'esprit en se posant cette question sur les différents thèmes qu'il avait décidé de discuter. Là, ce sont des thèmes assez récurrents dans ces 17 nouvelles, mais qui sont vues chacune sous plusieurs angles. Mon avis, je n'ai pas réussi à accrocher à ce recueil, et pourtant j'aime ce qu'écrit Bernard Werber et les idées originales qu'il a, mais bon là, ça n'a pas fonctionné avec moi. Je continuerai de le lire, bien entendu, et de découvrir le reste de son univers. D'ailleurs, spoiler alerte, j'ai encore de quoi faire dans ma palle. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est La voleuse de secrets de la série Library Jumpers, de Brenda Drake. En résumé, sur ce tome 1, Gianna, passionnée d'escrime et fervente lectrice, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'un étrange jeune homme se volatilise sous ses yeux. Gia s'empare de l'ouvrage qu'il consultait et se trouve transportée de l'autre côté du globe, à Paris, dans une magnifique salle de lecture. Entre parenthèses, c'est la bibliothèque François Mitterrand. Là, une bête menaçante arpente les rayons. La jeune fille découvre alors qu'elle est une sentinelle chargée de protéger une société de créatures surnaturelles. Commence alors pour Gianna une série d'aventures, ponctuées de révélations sur sa naissance et de grands dangers. Mon avis, j'ai passé un super moment. Même si l'univers est vraiment dense à saisir au départ, les personnages sont attachants, tous, et même si parfois certains moments sont prévisibles ou un peu faciles dans l'intrigue, cette histoire m'a plu et je compte bien découvrir les 2 autres tomes de la série. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 2 du Trône des magiciens de Jupiter Phaeton. Le titre de ce tome-là s'appelle Ténèbres à l'horizon. Comme je ne veux pas vous spolier, je vais plutôt vous faire un résumé du tome 1 afin que vous puissiez voir à peu près de quel type d'histoire on parle et voir si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Donc on a 5 familles pour un seul trône. La question qui se pose au début du roman, c'est qui sera le prochain roi ? Le roi des magiciens vient de mourir. Son successeur ne devra pas seulement protéger leurs secrets des humains, il devra aussi affronter les ténèbres qui viennent d'être aperçues sur Terre au nord de l'Islande. Si Conrad H. pensait remplacer son père, il est bien surpris. À l'enterrement, Seth Grey, son ennemi juré, conteste la succession. Il réclame la mise en place du défi de la couronne, où les magiciens s'affrontent dans des épreuves où tous les coups sont permis. Kathleen H., 20 ans, libraire à Londres, a renié sa famille 3 ans auparavant car ses pouvoirs ne se sont jamais manifestés. Elle s'était promis de ne pas remettre les pieds dans le monde des magiciens. Pourtant, quand elle apprend la mort de son père, elle décide d'affronter les fantômes de son passé. Mais en se rendant à l'enterrement, elle n'imaginait pas bouleverser sa vie, son destin et celui de tous les magiciens. Mon avis, déjà sur le tome 1, c'était vraiment déjà pas mal. Et en passant au tome 2, les choses ont encore bien évolué pour les personnages et pour l'histoire. On voit les personnages continuer de changer en les suivant toujours avec autant de plaisir. Et comme à son habitude, semble-t-il, l'autrice leur fait vivre des tonnes d'aventures et de rebondissements. Ça ne s'arrête jamais. La romance prend aussi un peu plus de place, mais si on est plutôt dans du slow burn, ça a quand même l'avantage de nous donner envie de passer au 3e tome. Le 4e livre et dernier que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai fini juste hier soir, c'est L'Architective, les reliques perdues de Mel Andoris. En résumé, Armand sera en retard pour son premier jour de lycée.
Il aurait préféré ne pas se faire remarquer, mais en tant qu'architective, il doit honorer ses obligations. En effet, une enquête urgente lui a été assignée. Il lui faut se rendre dans un hôtel particulier où, grâce à son pouvoir, il accédera à l'âme du bâtiment pour percer un lourd secret de famille. La routine pour Armand. Sauf que rien ne se déroule comme prévu. Des inconnus ont découvert son secret et le traquent, et comme si cela ne suffisait pas d'avoir de dangereux individus à ses trousses, le jeune homme rencontre une nouvelle camarade de classe qui lui retourne le cerveau, et ce n'est pas seulement parce qu'elle est jolie. Alors, mon avis, ça me fait penser à un mélange entre Harry Potter, Percy Jackson, du fait de 3 personnages principaux, composés de 2 garçons et une fille. C'est un trio qui fonctionne plutôt bien ensemble, et l'idée d'un architective qui enquête en plongeant dans l'histoire d'une maison, c'est vraiment bien exploité et intéressant. J'avais jamais vu ça ailleurs, et du coup, c'est vraiment sympa. On a un mélange entre médium, mais sans fantômes, ou en tout cas... plus des fantômes du passé que des vrais fantômes, et une histoire de détective, tout ce que j'aime. La course-poursuite est haletante et on plonge avec eux dans cette drôle d'aventure. Passons ensuite à mes chroniques d'écriture, dans la deuxième partie de ce podcast. Alors pour continuer sur l'histoire avec un grand H de mes histoires, je vais passer à un récit que j'avais commencé en 2007 lorsque j'étais étudiante. J'étais enceinte de mon premier enfant et j'ai eu envie de raconter un mystère autour d'objets du cirque. Son grand-père est un fan de cirque et il a passé de nombreuses années à monter une collection d'objets tournant autour du monde du cirque, et j'ai eu alors l'idée d'une petite enquête sur des vols récurrents dans de nombreux cirques de boîtes à musique, enquête menée par un trio de 3 personnages. J'avais juste créé à l'époque un embryon d'histoire, puis en 2020, Covid, chômage technique et confinement oblige, j'ai décidé de la reprendre, cette histoire, et d'en faire le récit le plus abouti possible à l'instant T de ce que j'avais pu lire à ce moment-là, de la façon dont j'avais pu grandir et évoluer moi aussi en tant que personne. Et ce qui m'avait épaté, c'est que je n'avais jamais écrit autant. Et même si c'est un petit texte, 47 pages à 4 pour 17 071 mots, c'était l'histoire la plus complète que j'avais écrite jusqu'alors, et rien que pour ça, je suis ravie d'avoir pu vivre cette expérience. J'avais tout fait en mode jardinier, sans plan, sans fiche perso établie, sans intention littéraire, rien du tout. Je voyais juste dans ma tête de quoi je voulais parler, en gros, et je me suis laissée porter par la voix de mes 3 personnages principaux. Et histoire de faire comme tout le monde, j'ai 2 garçons et une fille comme protagonistes. J'ai donc raconté leur histoire comme ils m'y amenaient eux. Et il est clair qu'avec le recul et tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, il faudrait vraiment que je reprenne toutes mes trames et que je les corrige comme un éditeur ou un correcteur pourrait le faire professionnellement. C'est donc à cette époque que j'ai également découvert que l'on pouvait se former à l'écriture. Depuis, je ne fais que chercher des thèmes qui m'intéresseraient et à suivre les formations proposées, selon mon budget bien entendu. C'est ce dont nous allons donc parler maintenant, sur ces formations ou en tout cas ces masterclass ou ces blogs qui m'ont fait me former à l'écriture et développer toutes les compétences que je pouvais avoir pour écrire la meilleure histoire. Alors j'ai commencé par m'inscrire à la newsletter de Sophie Goutier de la Contentologue, c'est un site internet qui existe toujours, mais je ne pense pas qu'il publie encore grand-chose, ou alors j'ai raté les nouvelles infos. Elle développait des conseils pour mieux écrire. Sous forme de newsletter, j'avais des thèmes comme trouver une bonne idée, l'inspiration, l'arc de transformation des personnages, les archétypes, le schéma narratif classique, le plan, la rédaction, le point de vue, la correction. Mais en allant visiter également son site internet, vous pourrez trouver de nombreux articles, tous très intéressants autour de l'écriture. Je vous conseille donc d'aller vous connecter sur www.contentologue.com. Je vous mettrai tout dans la barre de description, ne vous inquiétez pas. J'ai découvert ensuite l'école d'écriture 2.0 de Cécile Duquesne, avec les nombreuses promotions qu'elle a fait ces dernières années pour ceux qui étaient abonnés à sa newsletter. J'ai pu me former sur la création des personnages, les descriptions, le style, l'incipit. Oui, moi je dis l'incipit, mais sinon c'est l'incipit ou l'incipit. Pour ceux qui le souhaitent, je vous laisse choisir
la prononciation que vous voulez. On avait aussi des formations sur l'écriture de l'imaginaire, le secret des pages Turner, les univers romanesques immersifs, le synopsis, entre autres. Et il me reste encore à finir celle sur le steampunk que j'ai commencé récemment. Et la partie la plus ardue pour moi, en tout cas, c'est sur comment bien communiquer et comment bien vendre son livre. N'hésitez pas à visiter son site www.savoir-du6écrire.fr et surtout à vous abonner à sa newsletter. C'est une newsletter qui arrive tous les jours dans votre boîte aux lettres du lundi au vendredi à 7h du matin et elle aborde tout un tas de sujets autour de l'écriture, de ses propres récits à elle, comme de conseils ou d'idées pour nous aider à écrire ou des inspirations de playlists ou de moments qu'elle a vécu qui lui ont inspiré pour ses histoires. Je pense que vous trouverez totalement de quoi faire entre ces newsletters et ces formations, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué à chercher comment progresser et comment devenir une meilleure version de moi-même en tant qu'autrice, mais cela, je le garde pour la prochaine fois. Vous avez cru que j'allais vous dévoiler tous mes secrets d'un coup ? Eh bien non. Je vous en dis plus au prochain épisode, alors restez connectés. Troisième partie maintenant, la chronique des conseils divers, mais pas que. Voici mes conseils du moment. Alors, tout récemment, je me suis mise à regarder YouTube. Oui, c'est assez étrange, pour moi en tout cas, parce que j'avais jamais trouvé trop d'intérêt à tout ça. Mais à force de voir mes enfants regarder YouTube et se passionner pour certaines chaînes, j'ai été voir ce qui pourrait me plaire à moi. Et je me suis également connectée à des chaînes YouTube de personnes que je suivais déjà sur Instagram. Et la première chaîne YouTube dont je voudrais vous parler, c'est celle qui s'appelle Rendez-vous à l'heure des livres. Elle est présentée par Claire de Charlie et la Pétillante sur Instagram et de Marie Raymond sur Instagram. Claire anime également le podcast Sous la couverture des livres que je suis assidûment. Elles y parlent de leurs chroniques littéraires, de leurs choix de livres et tout en même nous parlant également de leur métier d'éditeur. Donc on apprend quand même pas mal de choses, autant sur les livres que sur la façon dont ça fonctionne côté éditeur. Ensuite, j'ai découvert la chaîne YouTube du Souffle des mots, présentée par Audrey, que je suivais déjà sur sa page Instagram, le Souffle des mots, du même nom, et que j'ai découvert ensuite sur YouTube. C'est pareil, c'est une influenceuse littéraire qui partage avec nous son quotidien de booktubeuse et de bookstagrammeuse. Elle nous y parle d'événements littéraires auxquels elle participe, de tous les livres qu'elle lit, qu'elle reçoit, qu'elle achète, qu'elle aime, nous donne son avis sur tous les livres qu'elle a dans sa bibliothèque. Elle a également fait des vlogs pour nous montrer son métier ou sur une journée de booktubeuse ou sur les moments forts de sa vie professionnelle. Elle nous a également publié des vidéos que j'ai trouvées plutôt mignonnes et plutôt sympas sur je visite vos bibliothèques. Ce sont ses followers qui lui ont envoyé des vidéos de leur bibliothèque et c'est vraiment sympa de voir comment chacune et chacun d'entre nous on agence nos bibliothèques. J'avais trouvé ça vraiment sympa, donc je vous le conseille si vous n'avez pas encore eu connaissance de cette personne et de ses pages. N'hésitez pas à les consulter. Elle a également fait un jeu que j'ai en ma possession et qui s'appelle Tu joues ou tu lis pour le jeu des accros de la lecture. Alors en gros, on a une série de questions sur différents thèmes. Il y a la liste de tous les livres qui sont cités et il y a des thèmes comme la First Sentence Challenge, les défis littéraires, le ping-pong des mots. Il y a également Tu préfères, Kiss, Marry, Kill. Et il y a des questions bonus-malus qui sont des petits jeux plutôt sympas. Donc je vous laisse découvrir ce jeu que j'ai trouvé somme toute intéressant. Après, je n'avais pas tout lu, lu tous les livres de sa liste, mais bon, il y a certaines questions qu'on peut quand même faire avec ceux qu'on a dans nos bibliothèques. Ensuite, avec mes enfants, pendant la semaine de vacances de février, nous avons été à Paris pour découvrir le musée d'Orsay que je rêvais de visiter depuis longtemps.
J'aime beaucoup la peinture impressionniste. Et j'ai été vraiment servie par la beauté des tableaux, par tous ces tableaux qu'on voit dans les livres ou dans les sites internet. Et là, j'ai pu les voir en vrai et c'est vraiment magnifique de pouvoir les voir de plus près. Je vous ai mis quelques photos sur ma page Instagram, donc n'hésitez pas à aller visiter la page pour aller y découvrir une petite visite virtuelle de ce musée. Bon, en photo, pas en vidéo, parce que je suis pas encore super douée pour filmer. Et donc, entre peinture et sculpture, il y en a pour tous les goûts. Ça se passe dans une ancienne gare, la gare d'Orsay, qui est devenue du coup un musée. Et c'est vraiment génial parce que c'est immense. Le plafond est tellement haut qu'on en a le vertige. D'ailleurs, âme sensible au vertige, prenez bien en compte que ça monte très haut et il faut faire vraiment attention pour vous. Mais on a une vision d'art et de culture qui est vraiment impressionnante. C'est un musée que je vous conseille vraiment d'aller découvrir à l'occasion quand vous êtes sur Paris. Lors de cette journée sur Paris avec mes enfants, on a également décidé d'aller acheter des livres. Bah oui, à quoi bon aller à Paris si on va même pas dans une librairie ? Donc, du coup, on a été découvrir la boutique, en tout cas le concept Book Off. C'est après avoir vu un épisode Booktube du Souffle des mots qui s'appelait « Acheter des livres moins chers, toutes mes astuces » où, avec mes fils, nous nous sommes rendus au Book Off Châtelet. Et autant dire que j'ai dévalisé les rayons. Je suis revenue avec 8 livres d'occasion que j'ai payés, tenez-vous bien, entre 1 et 5 euros maximum. Autant vous dire que je me suis pas privée, je me suis fait vraiment plaisir. Et pour compléter à fond la palle qui est déjà énorme, la palle, je rappelle pour ceux qui ne sont pas informés de ça, c'est la pile à lire. Donc ma palle qui est déjà énorme et que je complète au fur et à mesure pour mon challenge du livre mystère 2024. Donc là, je l'ai complété avec 8 livres d'occasion que j'ai vraiment payé pas cher. Donc voici une petite liste que je vais vous faire assez rapide juste pour vous donner le titre et à peu près de quoi ça parle. Parce qu'après, je vous les ferai découvrir de toute façon lors de mon challenge du livre mystère puisqu'ils sont dans ma palle, déjà tout prêts, emballés, à être choisis par le hasard. Donc on a le mystère Blackhorn de Kevin Sands, qui est un premier roman de l'auteur pour adolescents où se mêlent aventure et enquête sur un fond de jeu de piste, tout ce que j'adore. Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, vous savez que c'est vraiment mes thèmes de prédilection et du coup, je me suis dit, why not ? Le phare du bout du monde de Nikki Thornton, c'est une enquête magique de 7 sépis. Alors là, il se trouve que c'est le tome 2 que j'ai acheté. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je feuillette un peu plus le livre rentré chez moi. Et comme j'ai pas lu le tome 1, j'espère que je ne serai pas trop perdue dans l'histoire ou les personnages. Bon, en tout cas, on verra bien, ce sera la surprise. Ensuite, il y a également L'Architective et les reliques perdues de Malandoris. Donc ça, c'est le livre qui est tombé sur la lecture du mois de février. À peine acheté, à peine le hasard a fait que le livre a été choisi pour mon challenge. Donc du coup, vous retrouverez le résumé un peu plus haut. Un peu plus loin dans le podcast. Donc bon, bah voilà, c'est un livre qui, comme je vous l'ai dit, m'a fait passer un vraiment bon moment. Ensuite, mon choix s'est porté sur le tome 1 d'Atlantis de Christine et Madeleine Ferret-Fleury, qui parle de 2 découvertes surprenantes qui plongent l'héroïne dans un autre monde. Autant dire que pareil, ce sont des choses qui m'intéressent vraiment et j'ai hâte de pouvoir me pencher dessus. Ensuite, il y a eu le livre 1 de Scarlett et Brown de Jonathan Stroud que je cherchais depuis super longtemps et que j'ai enfin pu trouver à un prix abordable. Donc c'est dans un futur dévasté où la nature est hostile et peuplée de monstres qu'une jeune hors-la-loi va s'apprêter à braquer une banque. Je ne vous en dis pas plus, nous le découvrirons plus tard quand le choix se portera sur ce livre-là. Ensuite, il y a Le Corbeau d'Oxford, une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin, un cosy mystery anglais qui se passe dans les années 60. Pareil, mystère, on verra bien. Donc je ne vous en dirai pas plus sur ces livres puisque, comme je vous l'ai dit, à peine je les avais achetés, ils étaient déjà emballés pour mon challenge du livre mystère et vous aurez bien le temps de découvrir leur résumé et mon avis dans les prochains épisodes. Alors pour en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez, partagez, likez et restez connectés.
Les 2 derniers livres que j'ai achetés sur ces 8 livres, je les avais déjà lus. Un en e-book et l'autre, je l'avais prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu tellement elle a dû l'adorer. Donc pour 1 euro, j'ai pas hésité à les racheter. Il y avait donc Rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman, dont j'adore la série des détectives du Yorkshire. C'est des petits cosy mystery à l'anglaise avec de superbes galeries de personnages. Je suis d'ailleurs en plein dans la lecture du tome 2. C'est tout frais, car le hasard a choisi la veille de cet enregistrement que ce serait ma prochaine lecture. Donc pour le moment, je n'ai eu le temps de lire que les 2 premiers chapitres. Je vous en ferai un résumé et mon avis dans l'épisode 3 qui viendra à la fin du mois de mars. Et dans le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, du coup, c'est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, dont j'avais tous les autres tomes dans ma bibliothèque. Et sans ce tome, je trouvais la série totalement dépareillée. Donc, ok, j'exagère, mais comment dire que avoir une série sans plusieurs des tomes, c'est pas top. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille belle et mystérieuse, qu'il a vue dans ses rêves et qui un jour la croise en chair et en os dans son lycée. On apprend que celle-ci est une sorcière qui, à l'aube de ses 16 ans, devra choisir entre le bien et le mal. Et vu sa puissance, vous vous doutez bien que les sorciers vont se l'arracher. Et voilà. Maintenant, nous passons à la dernière chronique de ce jour, qui est la petite question du jour. Couverture ou 4e de couverture pour choisir votre prochaine lecture. Quel est votre avis ? Le mien, c'est que mon choix se fait d'abord par la couverture. Oui, je suis faible face à l'objet livre, je le reconnais. Une belle couverture, un beau jaspage, ça me fait craquer et je vais d'abord me diriger, malheureusement pour les autres, mais je vais d'abord me diriger vers ce type de livre et ensuite... je vais regarder la 4e de couverture, bien entendu, parce que ce serait un peu bête d'avoir une sublime couverture et d'être déçu par le contenu. C'est ce qui m'est arrivé avec un livre dont je ne vous citerai ni le nom ni l'auteur, parce que je pensais que ça serait intéressant et quand j'ai lu le contenu, je me suis dit non, ça va pas être possible, il y a trop de smut pour moi, c'est trop de scènes de sexe, je voyais pas l'intérêt de l'histoire et c'était pas ça que je recherchais. Et sur la couverture, rien ne laissait penser que ça allait parler de ça. Donc vaut mieux, en plus d'être attiré par une belle couverture, vaut mieux quand même lire la 4e de couve, qui, pour rappel, est le résumé avec l'accroche et la mise en situation du début pour pouvoir donner envie de lire. Donc moi, ce qui va me faire pencher sur une lecture, c'est les mots mystère, enquête, aventure, exploration, découverte. Si ça apparaît, c'est déjà gagné pour eux. Après, je vais regarder un peu comment sont décrits les personnages, qu'est-ce qu'ils vont vivre comme histoire. Et selon comment ils vont être présentés dans ce résumé, le tour va être joué. Parce que il faut bien savoir qu'une histoire n'est rien sans ses personnages. Voilà pour mon avis sur couverture ou 4e de couverture pour choisir sa prochaine lecture. N'hésitez pas à me partager vos avis et les questions que vous souhaiteriez poser ou avoir mes réponses à moi. N'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Donc, voici le résumé rapide de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous ai fait mon bilan lecture du mois de février 2024. Je vous ai expliqué un peu quelle était mon avant-dernière histoire en date et les formations que j'avais commencé à suivre pour devenir une meilleure version de moi-même en tant qu'auteur ou autrice. Ça aussi, ça pourrait faire débat, auteur, autrice. Quel mot choisissez-vous? Quel mot préférez-vous? Mais ce sera pour un autre épisode. Ensuite, je vous ai parlé de mes découvertes en tout genre en février 2024, que ce soit pour des livres, des concepts de boutique ou des chaînes YouTube pour ce février 2024 et ainsi que la clôture de ce podcast avec la petite question du jour. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cela vous a plu, que vous y avez trouvé des infos et des références de livres pour compléter votre propre collection. Bon, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram @JessAngel. Merci et au revoir.